Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Il est salué par la droite, brocardé par la gauche et descendu en flammes par les syndicats. Le second plan d'austérité annoncé ce midi par François Fillon ne convainc pas. Ce n'est pas une surprise, l'opposition. François Hollande parle ce soir de constat d'échec pour le gouvernement. La droite décrit au contraire un programme ambitieux à la hauteur des difficultés du pays. Face à face ce soir pour notre débat, le président de la Commission des finances du Sénat, Philippe Marigny, et le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent. En annonçant ces nouvelles mesures, le Premier ministre, costume et cravate noire, a pris aujourd'hui le visage de la rigueur qu'il n'avait pas quitté d'ailleurs depuis un jour de septembre 2007, durant lequel il avait affirmé être à la tête d'un État en faillite. Alors le père la rigueur Fillon est-il comme un poisson dans l'eau en endossant ce rôle? Analyse à suivre de nos chroniqueurs Guillaume Tabar et Jean-Louis Gombaud dans un instant. Et puis l'amour plus fort que la haine, c'est le message de Charlie Hebdo cette semaine et sa réponse après le saccage de ses locaux. L'hebdomadaire à paraître mercredi croque, comme vous le voyez, sur ces images pour sa une, un baiser fougueux. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est un nouveau train de mesures de rigueur annoncé aujourd'hui par le gouvernement. Les réactions des politiques ne se sont pas fait attendre. L'opposition est vent debout contre ce nouveau plan. La majorité y voit au contraire le signe du courage et de l'ambition politique. Le résumé des principales mesures avec Aurélien Romano. Le plan de rigueur de François Fillon comporte une série de mesures destinées à montrer que l'effort demandé est également réparti. Des recettes nouvelles et une baisse des dépenses doivent rapporter 7 milliards d'euros en 2012. Côté recettes, la TVA à taux réduit est relevée de 5,5 à 7%, un taux qui s'applique à la restauration et aux travaux de rénovation dans le bâtiment. De même, 2,6 milliards sont trouvés dans un rabot des niches fiscales, principale victime, le dispositif cellier, purement et simplement supprimé. Les entreprises sont mises à contribution, 5% d'impôt sur les sociétés en plus pour celles dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros. Les plus riches participent aussi à l'effort. Le prélèvement sur les dividendes passe de 19 à 24%. Gain attendu sur les recettes, 4,3 milliards d'euros. Les dépenses sont elles aussi réduites. Le barème de l'impôt sur le revenu et de l'ISF sont gelés. De même, la revalorisation des prestations sociales hors minima sociaux est limitée à 1%. Enfin, l'État diminue son train de vie de 500 millions d'euros. Économie attendue sur les dépenses, 2,7 milliards d'euros. Ultime mesure symbolique, le gel des salaires du président et des ministres. Et réaction ce soir sur le plateau du 20h de France 2 du candidat socialiste à la présidentielle. François Hollande souligne le constat d'échec du gouvernement et réfute le mot de faillite pour la France. On l'écoute. Moi, je ne nie pas la réalité. Je sais qu'elle est sérieuse. Je ne parle pas de faillite, parce que je ne veux pas prendre des mots qui ne correspondent pas à la situation. Moi, j'ai confiance dans mon pays. Il n'y a pas un risque de faillite? La situation, elle est sérieuse. Parce que les déficits, ils sont importants. Il n'y a pas un risque de faillite? Non, mais prenons pas les mots qui ne sont pas, à mon sens, adaptés. Il y a une nécessité de corriger. Il y a un redressement qu'il faut faire. Mais on s'en sortira avec des mesures, des efforts. Il en faut, mais qui pèseront sur les plus favorisés. Et retour ce soir sur l'une des mesures phares de ce plan. C'est aussi une mesure surprise. Il s'agit de l'accélération de la réforme des retraites. Un nouveau calendrier pour plusieurs milliards d'économies. Mais sur la prochaine législature, tous les détails avec Thomas Raguet. La retraite, certains s'y voyaient déjà. Il faudra pourtant patienter encore. Les salariés concernés prendront leur retraite dans les 4 prochaines années. Ils devront travailler de 1 à 3 mois de plus que prévu. Une mesure très critiquée par la gauche. Le vrai problème que nous avons aujourd'hui, c'est l'emploi du senior, c'est-à-dire les ressources. Celui qui est au chômage, il ne paie pas de cotisation, il perçoit parfois même une prestation et il nous fait perdre tout son acquis professionnel. C'est une catastrophe sur le plan économique et sur le plan social. Mais pour la majorité, la mesure, même douloureuse, permettra une économie de 4,4 milliards d'euros sur 4 ans. Même si les Français ont bien conscience qu'on est face à une situation qu'il exige, je ne doute pas que ce sont des mesures extrêmement difficiles à assumer. Maintenant, si on se croise les bras, si on fait semblant de ne pas voir le problème, comme l'ont fait d'autres pays, on risque de se trouver dans une situation intenable, non seulement pour nous, mais surtout ensuite pour nos enfants et petits-enfants. Un an après la difficile réforme des retraites qui avait conduit plusieurs millions de personnes dans les rues, ce nouveau durcissement passe mal auprès des syndicats. Des syndicats qui ont annoncé vouloir se concerter pour envisager une riposte à 5 mois de la présidentielle.
Et pour l'analyse et le décryptage ce soir, nos chroniqueurs, Jean-Louis Gombaud, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et Guillaume Tabar, bonsoir Guillaume. Sonia. Alors Jean-Louis, on va commencer à sortir la calculette ensemble. Ce plan prévoit 7 milliards d'euros d'économie, le précédent 11 milliards, le global, les calculs? Alors le global, il est quand même important, effectivement, 11 milliards il y a 2 mois et demi, maintenant 6,9, et il ne faut pas oublier pour l'année qui vient, l'année 2013, 11 milliards 6. Autrement dit, on est sur un plan de rigueur globale sur 2 années de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, c'est 1,5% du PIB, donc c'est un plan important et qui devrait se poursuivre, même si par la suite les mesures proposées par M. Fillon aujourd'hui sont moins précises, moins chiffrées, puisqu'il a dit que d'ici à 2016, pour revenir à l'équilibre budgétaire, c'était 100 milliards qu'il fallait, pas uniquement d'économie, contrairement d'ailleurs à ce qu'il a dit, puisqu'il a dit 100 milliards d'économie, non, c'est 100 milliards à trouver en termes de recettes et additionner aux économies. Vous venez de parler de mesures moins précises. Où est l'imprécision? Quelles mesures sont encore l'imprécision floues? ne dépend pas malheureusement que de M. Fillon. D'abord parce qu'il ne peut pas chiffrer 2013, 2014, 2015, 2016, bien entendu, mais l'imprécision, finalement, l'incertitude vient du taux de croissance. C'est-à-dire qu'on est sûr d'une chose ce soir, c'est la volonté d'arriver à un équilibre budgétaire en 2016, d'arriver à 3% de déficit en 2013. Mais tout va dépendre du taux de croissance. Rappelez-vous, il y a 2 mois, on nous dit 1,75% de taux de croissance pour 2012. 2 mois seulement, on fait le budget, on fait le plan de financement de la sécurité sociale, on le présente aux parlementaires, et on ne dit pas du tout, c'est pas 1,75, c'est 1%, révision globale des calculs. Et l'imprécision est un peu renforcée ce soir parce qu'on ignore quel impact aura sur la croissance cette ponction qui est ainsi imposée à travers ces 2 plans de rigueur successifs, même si on sait qu'effectivement ils sont importants, nécessaires pour réaliser les équilibres budgétaires recherchés. Jean-Louis, on avait beaucoup reproché au premier d'être centré, très centré, trop peut-être sur l'impôt, et celui-ci? Il l'est encore. Il l'est encore, effectivement. On s'attendait à des mesures beaucoup plus axées sur les économies budgétaires et on revient à l'impôt. Si vous voulez, pour 2012, on est sur les 3/4 des mesures sont fiscales. Pour 2013, les 2/3 des mesures sont fiscales. Donc l'action, alors ça s'explique très bien. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de faire rentrer l'argent que de l'empêcher de sortir. Donc à partir de là, on va fermer légèrement le robinet à dépenses et on va actionner fortement la pompe à prélèvement. Pourquoi? Parce qu'on est engagé dans une course de vitesse. Pour M. Sarkozy, il est très important politiquement de ne pas perdre le AAA d'ici au mois de mai. Donc il y a ce problème fondamental qui lui est posé. Donc il recourt beaucoup plus au prélèvement. Ce qui fait qu'à la fin du quinquennat, M. Sarkozy aura quand même battu tous les records en matière de prélèvements fiscaux. Il aura dépassé le niveau atteint par M. Lionel Jospin en 1999. Il avait promis une baisse de 4 points des prélèvements. Il les aura augmentés d'1 point. Merci beaucoup Jean-Louis. Restez avec nous après l'analyse économique, l'analyse politique avec Guillaume Tabar. Guillaume, on va d'abord écouter un extrait de François Fillon. Pas aujourd'hui, pas ce soir, c'était en septembre 2007. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Guillaume, faillite, il l'avait dit en 2007, d'ailleurs il l'a encore rappelé, ce qu'il avait dit encore. Est-ce que c'est son plus beau rôle aujourd'hui qu'il tient? En tout cas, d'une certaine manière, François Fillon tient sa revanche. Parce que c'est vrai, même si, bien sûr, il y a une seule politique menée par l'exécutif depuis 2007, face à Nicolas Sarkozy, finalement plus dépensier que l'image qu'il ne donne, François Fillon, lui, a toujours voulu incarner la rigueur. Avant même la campagne présidentielle, il avait fait un livre qui s'appelait « La France peut supporter la vérité », une reprise d'ailleurs d'une phrase de Pierre Mendès France. Donc François Fillon, qui au départ d'ailleurs, historiquement, c'est un gaulliste social et qui progressivement s'était converti à l'orthodoxie budgétaire. Et c'est vrai que tout au long de ce quinquennat, il a toujours incarné celui qui mettait davantage accent sur la rigueur, sur l'austérité et sur le refus d'ouvrir les vannes de la dépense. Et donc lorsqu'il dit aujourd'hui sa petite phrase en disant que le mot de faillite n'est plus aujourd'hui un mot abstrait, bien évidemment, ça résonne comme en écho à la phrase que l'on vient d'écouter, qui est aussi, bien sûr, il dit ça à la face du pays, mais c'est aussi peut-être un rappel à Nicolas Sarkozy, qui avait été très agacé à l'époque que François Fillon
emploie précisément ce mot de faillite. Alors voilà pour la majorité. Est-ce que, de l'autre côté, est-ce que la gauche parle d'une même voix? Est-ce que c'est la même partition entre la gauche du PS, Benoît Hamon, et puis le candidat du PS, François Hollande? Non, alors pour être franc, ce qui est important, c'est pas tant les divergences au sein du PS que l'embarras personnel de François Hollande face à la situation. Parce que François Hollande, tout au long d'ailleurs de la campagne des primaires, a fait un peu de sa marque de fabrique le sérieux budgétaire, donc le mot de rigueur, d'ailleurs lui-même il l'assume en disant qu'il faut lui donner un sens, mais il assume le mot lui-même de rigueur, et là, qu'il est bien embarrassé, parce qu'à la fois il veut taper sur le programme de François Fillon, il dit à la fois que c'est pas assez, qu'il fera un nouveau plan de rigueur, mais en même temps, lorsqu'on entre dans le détail, il critique les positions, ce qui fait que il est renvoyé aux questions sur comment lui pourrait aujourd'hui incarner cette rigueur. On l'a vu sur la question des retraites. Bon, encore ce soir, sur France 2, il a affirmé qu'il ramènerait la retraite à 60 ans, bien sûr pour ceux qui auront 41 ans de cotisation. Il doit aussi se justifier sur la question des emplois publics. Et là, on voit que d'ores et déjà, il est davantage dans le flou qu'il ne l'était pendant la campagne des primaires. La délicate position de François Hollande. Merci beaucoup Guillaume Tabar, merci Jean-Louis. La suite du 22h dans un instant, notre débat politique autour de ces annonces. Aujourd'hui, face à face, le président UMP de la Commission des finances du Sénat, Philippe Marini, et Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info en images préparé par Cécile Sixou. C'est la question qui agite l'Italie aujourd'hui. Silvio Berlusconi va-t-il démissionner? La rumeur est partie de l'un de ses proches, Giuliano Ferrera, et elle court dans un pays touché de plein fouet par la crise. L'Italie est désormais sous surveillance du FMI et de l'Europe. Il Cavaliere dément ces rumeurs qui pour lui n'ont pas de fondement. Luca Papademos, c'est le nom qui circule en Grèce pour reprendre le poste de Premier ministre. Ce soir, Georges Papandréou et son rival Anthony Samaras se sont mis d'accord et ils annonceront le nom de l'élu demain, en même temps que la composition du nouveau gouvernement de coalition. Ce nouveau cabinet est chargé d'éviter la faillite de la Grèce. La présidence de la République est-elle intouchable? La Cour d'appel de Paris a refusé ce matin d'ouvrir une enquête sur les dépenses en sondage de l'Élysée. Sans faire d'appel d'offres, la présidence aurait favorisé la société Publifact pour réaliser des enquêtes d'opinion. D'après le tribunal, l'immunité pénale du président empêche de fouiller dans les contrats de l'Élysée. Ce soir, le Parti socialiste s'est dit choqué par cette décision. Je suis un révolutionnaire de profession. À l'ouverture de son procès, Ilich Ramirez Sanchez, plus connu sous le nom de Carlos, joue les provocateurs. Pour les partis civils, pas question de se laisser impressionner. On sait que c'est un showman et qu'il va surtout vouloir faire un petit peu son spectacle. Donc au moins maintenant, devant les victimes, on espère qu'il sera humble et respectueux. Le terroriste âgé de 62 ans est jugé devant la cour d'assises spéciale de Paris, accusé de complicité dans 4 attentats commis il y a 30 ans, où 11 personnes ont trouvé la mort et plus d'une centaine ont été blessées. Les lycéens ont fait leur choix et ils couronnent Carole Martinez. Pour sa 24e édition, le prix Goncourt des lycéens a récompensé son ouvrage Du domaine des murmures, un livre qui replonge le lecteur à l'époque des croisades. Autre prix, le Femina, autre jury cette fois des femmes et autre gagnant, Simon Liberati, pour son requiem à James Mansfield. Le débat politique du 22h de Public Sénat autour, bien sûr, de ces nouvelles mesures de rigueur et de leurs conséquences annoncées aujourd'hui avec nos invités ce soir. Je vous les présente avec plaisir. Philippe Marini, bonsoir. Bienvenue à vous, président UMP de la Commission des finances du Sénat. Et Pierre Laurent, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue également, secrétaire national du Parti communiste. Pierre Laurent, y a-t-il une ou plusieurs mesures avec lesquelles vous êtes d'accord dans ce second plan? Non, je crois que le plan est globalement une très mauvaise nouvelle. C'est même une provocation sociale pour des millions de familles, parce que quand on additionne cette fois-ci la hausse de la TVA, la baisse des prestations sociales, les mesures sur les retraites, on a un ensemble de mesures qui sont extrêmement graves, surtout si on les ajoute à celles déjà annoncées il y a quelques semaines. Pas une mesure dans votre faveur, pas même le gel des barèmes de l'ISF, les taxes sur les successions, les donations qui n'épargnent pas les ménages aisés? Oui, enfin, qui n'épargnent pas les ménages aisés, ça c'est ce qu'on essaye de nous dire, mais on est au terme de plusieurs années, on a une fiscalité qui les a largement arrosés.
il y a quelques mois encore, on a allégé l'ISF. Donc aujourd'hui, on fait semblant de les égratigner, mais dans l'ensemble, on est dans un plan dont l'essentiel va être supporté par les ménages modestes, par les salariés, et ça va au contraire aggraver la crise et pas nous sortir des difficultés. Philippe Marigny, aucun plan n'est parfait, même pour quelqu'un de la majorité. Qu'auriez-vous ajouté, au contraire, retiré, gommé de ce plan? Écoutez, moi, ce que j'apprécie dans ce plan, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un ensemble de mesures immédiates, et par ailleurs nécessaires pour rééquilibrer un peu les comptes, mais surtout d'une perspective à moyen terme. Car le très grand risque où l'on se trouve actuellement, à la veille d'une élection décisive, c'est de laisser filer et de laisser les élus de 2012 aux prises avec une situation intenable. Or, c'est exactement le contraire que fait le gouvernement de François Fillon. Il y a des mesures douloureuses à prendre, et il les prend, il exerce ses responsabilités, et vraiment, ce qu'on pourrait nous reprocher de pire, ce serait une année 2013 impossible. Et c'est dès maintenant que ça se prépare. Pierre-Laurent, est-ce que vous êtes d'accord sur un constat important évoqué par François Fillon? Parce que selon lui, les Français, la majorité des Français ont compris que même si c'est douloureux, c'est nécessaire. Certaines enquêtes le montrent. Ça vous surprend? Non, mais je crois que l'état de l'opinion n'est pas celui-là. Les gens sont extrêmement inquiets de la situation et des mesures qui sont prises. Et nous n'avons pas justement un plan qui nous ouvre vers l'avenir, parce que le rétablissement des finances publiques, qui est soi-disant la justification du plan et qui est soi-disant l'horizon des mesures qui sont prises, eh ben nous ne le verrons jamais avec des mesures comme celle-là. Parce que finalement, les mesures qui sont prises, leur inspiration est exactement la même que celle qui a inspiré les plans de redressement pour la Grèce. C'est aussi de cette manière qu'on prétend depuis des années redresser les comptes de la sécurité sociale. Et en fait, comme on ne fait qu'une chose, c'est matraquer le pouvoir d'achat populaire, mais on ne prend aucune mesure de relance, les recettes et les ressources ne sont pas au rendez-vous et les déficits s'aggravent. Et au bout de ces sacrifices et de ces mesures très douloureuses pour des gens, on aura une aggravation des déficits et pas une amélioration de la situation. Ben, le problème est que les mesures de relance, on ne voit pas avec quel argent on les financerait. Et puisque vous faites allusion à la Grèce, est-ce que les protestations quotidiennes ou la contestation par toute une partie de l'opinion grecque des mesures nécessaires de redressement, est-ce que cela arrange quoi que ce soit? Est-ce que le fait que les Grecs aient fait des promesses et ne les aient pas tenues, aient dit qu'ils allaient suivre un plan et ne l'aient pas vraiment fait au cours de l'année 2010, de l'année 2011, est-ce que ça arrange leur situation? Et est-ce qu'aujourd'hui la potion n'est pas encore plus amère? Ceux qui manifestent contre ces mesures et ceux qui ne tiennent pas leurs promesses ne sont pas les mêmes, Monsieur Marigny. Ceux qui manifestent sont ceux qui subissent les plans et ceux qui ne tiennent pas leurs promesses sont ceux qui gouvernent depuis des années en Grèce, la droite d'abord et le PASOK ces dernières années, qui vont maintenant gouverner ensemble. Donc ceux qui manifestent font tout simplement dire une chose, c'est que les mesures qui sont prises les frappent alors qu'ils ne sont pour rien dans la crise actuelle. Important, justement. Et il n'y a au bout du plan, des différents plans grecs qui ont été mis en œuvre, des différents mémorandums qui étaient mis en œuvre depuis 2 ans, on a une aggravation de la situation. Vous êtes obligé de le reconnaître. Oui, attendez. Pour la France et les autres pays européens qui sont surendettés, qui sont essoufflés économiquement, vous l'avez souligné, fragilisés socialement, est-ce vraiment impossible, Monsieur Marigny, de concilier l'impératif de rigueur avec l'exigence de relance pour sortir du tunnel? D'ailleurs, vous avez préfacé un livre très intéressant, Rigueur ou relance, c'est aux éditions Erol, le Cercle Turgot, sous la direction de Nicolas Bouzou. Que répondez-vous? Rigueur ou relance? Alors, c'était à l'époque où Christine Lagarde, pour s'évader de cette contradiction, avait inventé le terme relance, qui n'est pas très beau. Ça vous avait fait rire aussi, non? Voilà. Alors, si l'on n'assainit pas nos finances publiques, en tout cas si l'on ne manifeste pas l'intention crédible de le faire, on est sanctionné. Parce qu'on est dans un monde ouvert, par qui? Mais par le monde, par l'extérieur, par nos partenaires, par les marchés financiers, par tous ceux dont vous niez la réalité, mais qui pourtant existent et imposent leurs avis à nos pays. Et je crois, Monsieur Laurent, que ici comme en Grèce, entretenir des braves gens dans l'illusion, c'est très grave.
C'est très très Mais les grave braves gens, de comme leur vous laisser dites. croire Mais- qu'avec des manifestations et en réclamant toujours plus de soutiens sociaux, plus de solidarité, plus de prestations, vraiment leur mettre dans la tête que c'est possible aujourd'hui. À mon avis, c'est prendre une très lourde responsabilité. Mais les braves gens, comme vous dites, Monsieur Marini, ce sont les ouvriers, les employés, ce sont les gens qui créent les richesses dans le pays. Donc ces gens-là ont leur mot à dire sur la manière dont nous utilisons leurs richesses. Je sais bien que c'est une idée qui est, semble-t-il, insupportable à Monsieur Sarkozy, à Madame Merkel et aux autres dirigeants européens, puisque quand le Premier ministre grec a envisagé une seconde, quelques heures, de consulter son peuple, il y a eu un déchaînement pour l'empêcher de le faire. Et au final, non seulement on n'a pas de référendum, mais on a un changement de gouvernement sans élection législative, ce qui est quand même le summum de la démocratie. Voilà ce qu'on a infligé aux Grecs. Mais ces gens-là, effectivement, demandent à dire leur opinion et sur la manière dont nous utilisons l'argent. Quand nous faisons des exonérations de cotisations sociales qui ne sont toujours pas remises en cause, au nom soi-disant de l'emploi, alors qu'en vérité elles coûtent aux finances publiques et elles servent la précarisation de l'emploi, eh bien il y a mieux à faire que ce qui est décidé aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde lorsque celui qui sera probablement, sauf accident, votre candidat au second tour de la présidentielle, c'est-à-dire François Hollande, assume la nécessaire rigueur budgétaire? Est-ce que vous êtes mot à mot d'accord avec lui? Mais c'est un débat qui traverse aussi la gauche, bien évidemment. Et nous disons que cette politique-là ne débouchera pas sur la relance nécessaire et la sortie de crise surtout, parce que nous sommes, nous, préoccupés par la sortie de crise. Et la politique actuelle, contrairement à ce qu'on nous prétend, n'est pas une politique de sortie de crise. Elle est une politique qui tente de sauver ce qui est sauvable pour les marchés financiers, mais elle n'est en aucun cas une politique de sortie de crise pour le pays. Puisqu'on parle des marchés, des agences de notation, François Fillon, il a déclaré ce soir sur TF1, Philippe Marini, qu'il n'était pas obsédé par les agences de notation. Il faut y croire. On a l'impression que la majorité prie matin, midi et soir pour que le triple A soit conservé au moins jusqu'à mai 2012. En tout cas, nous pouvons et nous devons tout faire pour maintenir un coût acceptable de nos emprunts. Car si on n'y parvenait pas, il faudrait faire des coupes encore plus claires ou encore plus sombres, comme vous voudrez, dans l'ensemble des autres dépenses publiques. C'est une réalité. Alors on peut vouloir s'évader de la réalité, rêver, réenchanter le rêve, imaginer toutes sortes de choses au profit des classes laborieuses. Bien sûr, c'est sympathique, ça permet d'obtenir quelques succès sur les tribunes, auprès des publics auxquels on est accoutumé, et il ne faut naturellement pas mépriser ces petits plaisirs. Bon, pour autant, je crois que... Quel mépris! Ne me dites pas que j'exprime du mépris. Mais si, bien sûr, vous savez, bien sûr. je fais des campagnes électorales comme vous, mais je me permets de vous dire que vous êtes en dehors de la réalité. N'est-ce pas? Vous êtes bâti votre système à vous et vous considérez que c'est la réalité. Eh bien, non, les choses ne vont pas comme cela, Je Monsieur constate Laurent. tout simplement que les mesures prises une à une depuis des années aggravent la situation et que ce n'est pas en continuant. Quand on a un mur en face de soi, c'est pas en appuyant sur l'accélérateur qu'on va l'éviter. Or, c'est ce que vous nous proposez avec le plan François Fillon. Le seul ennui, c'est que vous êtes quand même, et on ne peut que saluer votre cohérence et votre continuité, votre persévérance. Mais vous êtes vraiment... Il y a ironie là-dedans, je ne sais pas pourquoi. Non, mais je le dis très sincèrement, mais vous représentez une formation qui s'est enfermée dans son système au point qu'elle doit aller chercher chez d'autres un candidat mercenaire. Mais c'est quand même extraordinaire. En 2005, sur la situation européenne, nous avons appelé à voter non au traité constitutionnel européen. Pourquoi? J'ai voté comme vous. Pourquoi? Parce que nous disions que ça allait conduire à cette situation. Ce n'est pas nous qui nous sommes enfermés dans la situation. C'est les gens qui ont refusé d'écouter le nom des Français. Nous avons essayé d'ouvrir le débat sur les choix qui étaient faits en Europe. On a enfermé les Français dans une voie qui nous a conduit à l'impasse. D'abord, on va parler des conséquences de ces mesures. Déjà sur le PLFSS, Philippe Marini, mais c'est le second plan et dernier plan là, de rigueur ou il faut s'attendre à un autre?
Monsieur le Président de la Commission des finances du Sénat. Oui, mais vous savez, bon, je suis pas Madame Soleil, hein, bon, mais nous sommes calés sur un taux de croissance de 1% qui, à ce stade, paraît plausible. Donc, sauf accident de croissance, il n'y en a pas. Alors, on peut le croire, et plus nous serons pugnaces dans la mise en œuvre de ce plan, plus nous inspirerons confiance, plus nous travaillerons pour la crédibilité de notre pays. Meilleures sont les chances de succès, mais rien n'est gagné. Vous avez l'air extrêmement convaincu. Messieurs, l'annonce. Rien n'est gagné. Convaincu. Monsieur Laurent, nous sommes dans une période de très grande incertitude. Oui. Qui peut prévoir demain et après-demain? Messieurs. Qui peut le faire? Regardez, les préoccupations des parlementaires, c'est important. Ensuite, on revient à notre débat. L'annonce de ces mesures a déjà perturbé, Pierre Laurent, le débat qui est en cours au Sénat sur le PLFSS, autrement dit le budget de la sécurité sociale, dont l'examen en séance a commencé aujourd'hui. La ministre du Budget, Valérie Pécresse, a annoncé qu'un projet de loi rectificatif allait ranger, corriger tout cela. On voit les détails avec Julie Dungeloff. Le plan de rigueur annoncé par François Fillon ce matin a semé la zizanie au Sénat. Situation rarissime, une grande partie du projet de loi de finances de sécurité sociale voté la semaine dernière à l'Assemblée nationale est désormais obsolète. Nous sommes dans un examen de PLFSS assez original, irréel, alors par la nature de la majorité nouvelle du Sénat, certes, mais aussi par le fait que nous avons commencé l'examen avec un PLFSS qui était équilibré, mais à partir de données fausses. L'ambiance est tendue, la séance interrompue. Pour les ministres, c'est le moment de nouvelles explications en commission avec les sénateurs. Une demi-heure plus tard, les discussions reprennent dans l'hémicycle. À sa sortie, Xavier Bertrand se veut rassurant. On sait pertinemment aujourd'hui que la croissance ne sera pas celle qui était prévue. Ce n'est pas vrai seulement pour la France. C'est vrai pour de très nombreux pays européens. L'Allemagne a notamment abaissé sa prévision de croissance. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On laisse filer les déficits? Certainement pas. Et donc, dans ces conditions, nous devons diminuer nos dépenses. Voilà pourquoi l'objectif des dépenses d'assurance maladie est à 2,8%. Il sera à 2,5%. Soumise à la pression de la nouvelle majorité de gauche, Valérie Pécresse a quant à elle indiqué qu'un projet de loi de finances rectificatif serait présenté d'ici 2 semaines en Conseil des ministres. Des nouvelles discussions suivront au Sénat. Un tour de table pour clore ce débat. Philippe Marigny, les parlementaires vont étudier un premier projet, puis un deuxième rectificatif. C'est un peu brouillon, non? Vous savez, c'est la tempête. Le président de la République n'a pas exagéré quand il a présenté les enjeux. Dans une tempête, il faut quelqu'un de très costaud au gouvernail et il faut qu'il soit prêt à faire avec le vent pour éviter de fracasser son navire sur les rochers ou sur les brisants. Je crois que c'est la meilleure image qui puisse être appliquée à notre situation politique Pierre et économique. Laurent, j'ai retenu votre mot tout à l'heure, provocation sociale. Que comptez-vous faire pour, j'allais dire, résister, selon vous? Bien sûr qu'il faut résister. Et d'ailleurs, une parenthèse sur ce qu'on vient d'entendre, mais si les sénateurs de notre groupe, les sénatrices en l'occurrence, n'avaient pas ce matin secoué le cocotier, eh bien les ministres ne seraient même pas venus s'expliquer, parce que le Parlement, avec le gouvernement actuel, devient quelque chose dont on peut se passer. Donc on change la politique, on change les budgets, sans même venir s'expliquer devant le Parlement. Et il faut se fâcher pour qu'un ministre daigne venir s'expliquer devant les parlementaires. Le mot de la fin, Philippe Marigny. Mercredi, nous allons recevoir Valérie Pécresse et François Baroin au sein de la Commission des Finances, après l'examen des propositions de la rapporteure générale. Donc nous allons voir comment se prépare cette discussion budgétaire, en effet un peu exceptionnelle, puisque nous ne savons pas encore. Vous le reconnaissez. Mais bien entendu que je le reconnais. Les situations sont exceptionnelles et il faut y réagir et s'adapter aux circonstances. Merci messieurs pour ce débat. Restez avec nous sur notre antenne. Dans un instant, le documentaire du lundi soir intitulé Tunisie, année zéro au jour le jour. Ce film vous raconte l'histoire d'une naissance plus ou moins difficile, celle de la démocratie, la première du monde arabe. Un film de Feriel Ben Mahmoud. Très belle soirée à vous et à demain.
un jour historique. Je suis vraiment fière d'y participer, c'est une première, on est ému, on a la chair de poule. Je reviens dans l'école primaire où je suis rentré il y a plus d'une cinquantaine d'années. Venir voter à cet emplacement-là, et c'est émouvant, c'est aussi beaucoup de bonheur. Il y a un peu d'inquiétude parce que c'est la première fois depuis l'indépendance qu'on ne connaît pas les résultats des votes. Donc c'est assez extraordinaire. Des mots tracés sur les murs, brandis à bout de bras. Liberté, fierté, démocratie. Des mots portés par une foule prête à tout renverser sur son passage. On est libre! On est libre! On est libre! La voix du peuple, de mémoire de Tunisiens, on ne l'avait plus entendue depuis l'indépendance du pays en 1956. Et depuis, plus un mot. Le silence. أنا فهمت. نعم أنا فهمت الجميع. البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. فهمت. Malgré une répression féroce, le soulèvement populaire remporte Ben Ali et ses 23 ans de règne en seulement 4 semaines. لازم يتحاكموا واللي يسرقونا ياخذوا البلاد يهزوا مليارات الشعب وخلاو كان في التفات خلاو دم غارق في الدم غارق في الدين لازم يتحاكموا اولهم زين العابدين. C'est le début du printemps arabe, dont les images font le tour du monde. Le peuple accueille en héros les exilés politiques, comme Moncef Marzouki, ancien opposant qui rêve de devenir le président d'une Tunisie démocratique. Mais aussi le leader du parti islamiste Ennahda, Rached Ranouchi. Après 20 ans d'exil, lui aussi espère conquérir le pouvoir. Mais tous deux vont devoir mettre entre parenthèses leur ambition personnelle. احنا تحرمنا الشعب التونسي تحرم من السياسه اشو 50 سنه. لا عنده موقف، لا عنده موقف معناها كلمه في انتخابات، ولا عنده كلمه في اختيارات اقتصاديه ولا اختيارات اجتماعيه ولا السياسه، ما عنده كلمه حتى في شيء. اليوم كي عمل هو الثوره مش تعاود تفكروا من جديد، هو عندنا ناس مش يفكروا في بقعتك. هذا اللي تو الشعب التونسي ولا فاهمه، وهذا هو اللي رافض. La rue tunisienne ne veut pas d'un homme providentiel. Elle craint une contre-révolution. Et avant de choisir un nouveau leader, elle réclame d'abord un changement.